On va redémarrer donc avec ce dernier atelier, ce dernier temps d'échange où 5 intervenants vont présenter de courts exposés de 10 minutes maximum, n'est-ce pas? Et puis ensuite, il y aura un échange avec la salle et vous pourrez poser vos questions comme tout à l'heure. Les intervenants, alors pour ce thème autour de la gestion quantitative, la sobriété, l'une des clés pour s'adapter, avec donc quelques retours d'expérience et des exemples, des outils qui vont vous être présentés. On va avoir Christine Morin, directrice assainissement et gestion des déchets de Vichy Communauté, avec Régis Bonnet, le directeur eau potable à Vichy Communauté, qui s'exprimeront tous les deux sur 10 minutes seulement. On va avoir Alain Pirat, qui est ingénieur expert environnement à Eramet, c'est ça, hein, on dit aussi le T. Régis Ten, qu'on a eu ce matin déjà pour la table ronde de la FNCCR. Et puis c'est Thomas Villouin qui va attaquer, chargé de mission agriculture à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Je vous cède la parole. Merci, bonjour à tous. Sur une courte intervention, peut-être un petit peu plus de 10 minutes, on va voir. Je vais vous présenter la stratégie d'adaptation au changement climatique que l'Agence de l'eau propose actuellement à ses instances, donc dans le cadre de la révision du 11e programme pour la période 2022-2024. Un élément de contexte, cette carte, qui est une carte issue de l'état des lieux 2019 du SDAGE, qui montre en marron les masses d'eau en risque de non-atteinte du bon état, et donc notamment 54% d'entre elles, des masses d'eau, qui présentent un risque de non-atteinte du bon état pour le paramètre hydrologie. C'est-à-dire que ce sont des masses d'eau qui, à l'heure actuelle et pour les objectifs 2027 notamment, présentent un déficit entre les capacités du milieu et les besoins. Vous avez cette carte qui est issue des travaux Explorer 2070, avec l'évolution de la pression des prélèvements à prélèvement constant, juste en prenant en compte l'évolution des débits, des capacités du milieu, entre 2013 et 2070, qui montre effectivement qu'on a des territoires qui sont déjà en risque ou en pression en 2013, qui vont s'intensifier et s'étendre à l'échelle de 2070. Alors, je reviens juste en arrière parce que j'étais un petit peu vite, pour préciser quand même que les territoires en déficit sont principalement actuellement sur des territoires Pays de la Loire, Aix-Poitou-Charentes, mais que malgré tout, on commence aussi à avoir des situations de déficit sur l'ensemble du bassin Loire-Bretagne, y compris à l'amont sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc cette tendance à avoir une pression qui va être de plus en plus forte met en évidence le besoin de travailler dès maintenant sur la réduction des prélèvements, en tout cas la sobriété des usages. Le 11e programme, sa révision sur 2021 pour 2022 s'appuie sur 6 orientations. Je vais juste balayer la première et la troisième, notamment confirmer que l'enjeu de l'agence, l'enjeu prioritaire, c'est notamment l'atteinte du bon état des masses d'eau, ce qui explique effectivement qu'on travaille sur les masses d'eau en priorité en déficit, qu'on a pu voir ciblé en marron sur la carte précédente, et qu'on souhaite aussi mettre en avant le principe de solidarité territoriale qui se traduit sur la gestion des prélèvements, notamment par le fait de conserver de l'eau de l'aval vers l'amont, pour les usages aussi de l'amont vers l'aval, pardon. L'orientation 3, qui concerne principalement les gestions des prélèvements, que je vais lire, qui demande de mieux prendre en compte l'enjeu quantitatif dans un contexte de dérèglement climatique en s'inscrivant dans la priorité donnée par les assises de l'eau, économiser, partager, protéger, avec notamment un objectif de réduction des prélèvements de 10% à l'échelle de 5 ans et de 25% d'ici 15 ans. Un principe aussi à rappeler, c'est que l'agence n'intervient pas sur le soutien au développement économique et démographique, et donc ces actions ne relèvent pas du champ de compétences de l'agence, et l'agence intervient principalement sur l'encouragement des économies d'eau, mais aussi la substitution, on en parlera tout à l'heure.
La stratégie sur l'adaptation au changement climatique est traduite notamment au travers de ce schéma. Alors, au préalable de toute action, il est nécessaire de rappeler le besoin de travailler sur la résilience des milieux. Alors, c'était évoqué largement ce matin, notamment sur les solutions fondées sur la nature. Et donc, l'Agence de l'eau, au travers des actions dans les contrats milieux aquatiques, dans les contrats agricoles, mais aussi des actions auprès des collectivités, intervient sur la meilleure fonctionnalité des milieux aquatiques. Ce sont l'effacement des plans d'eau, la restauration des zones humides, les actions de morphologie, mais aussi sur les installations, aménagements, dispositifs tampons, les bandes enherbées, la mise en place de haies, la déconnexion des drains. La gestion des eaux pluviales intégrée à l'urbanisme a été évoquée ce matin avec l'infiltration, la végétalisation, mais aussi les pratiques agroécologiques, les changements de pratiques basés sur l'agroécologie, des leviers agronomiques. Donc toutes ces solutions fondées sur la nature ont pour objectif de rendre moins fragiles les milieux vis-à-vis du changement climatique par notamment l'infiltration de l'eau, le stockage de l'eau naturelle dans le sol pour pouvoir contribuer au soutien des sciages, à l'alimentation des cours d'eau, mais aussi à une meilleure alimentation des plantes et des cultures. Et donc, ce qui est soumis actuellement à la validation de notre conseil d'administration, c'est la stratégie de gestion des prélèvements en eau, qui se structure autour de 4 volets. Et le volet prioritaire est celui de la sobriété des usages sur tout le bassin, avec une volonté d'accompagner des économies d'eau, tout usage, sur tout le bassin de Loire-Bretagne, au travers de différents procédés, changements de procédés, recyclage, que j'évoquerai rapidement par des exemples, et aussi les actions sur la gestion patrimoniale, j'y reviendrai tout de suite après. En chapeau, je dirais des actions à mettre en place, il y a aussi une importance d'accompagnement de la structuration de la gouvernance locale, de l'amélioration de la connaissance, de la mise en œuvre d'outils de gestion dans un objectif de partager les prélèvements en eau entre les différents usages. Et donc ça a été dit à différentes reprises ce matin et cet après-midi, c'est qu'effectivement la ressource en eau s'amenuise sur tous les territoires. Donc il y a besoin de mise en place d'une concertation que l'agence de l'eau accompagne au travers notamment de l'animation des sages, des PTGE et d'autres outils. Ces démarches locales auront notamment à mettre en place des programmes d'action dans lesquels on retrouvera en priorité la sobriété des usages, mais pour lequel on pourra aussi avoir des solutions de retour à l'équilibre, notamment basées sur la substitution. Substitution qui consiste entre remplacer des prélèvements d'étiage par des stockages hivernaux pour effectivement compenser cette réduction de prélèvements à l'étiage, dans un objectif toujours d'accompagner l'atteinte de volumes prélevables qui sont à définir localement à travers de la démarche de concertation locale. Et on a aussi des actions spécifiques. Alors oui, dans les retours à l'équilibre, on peut aussi mobiliser des outils qui ont été beaucoup cités aujourd'hui. C'est la réutilisation des eaux usées traitées qui peut être aussi abordée dans cette question de retour à l'équilibre et de mobilisation de ressources en eau. On a aussi des actions sur la sécurisation de l'AEP pour répondre justement à une problématique de déficit en période d'étiage. Il a été évoqué l'interconnexion, ça fait partie des solutions proposées. Alors je vais aller très vite sur quelques exemples, mais le premier est peut-être le plus emblématique, en tout cas intéressant pour le territoire. C'est un projet qui cumule à la fois sécurisation de l'eau potable et résilience des milieux. Alors c'est un projet auquel a contribué le syndicat, le SIGAL, qui était présent juste à l'atelier d'avant, avec le syndicat d'eau potable du Césalier. C'est un projet de création de répartiteurs avec restructuration du réseau d'adduction d'eau potable, mais qui a permis de restaurer des milieux aquatiques en tête de bassin. Donc c'est effectivement un projet qui a permis d'atteindre des objectifs de restauration des milieux et de meilleure résilience. Alors l'agence de l'eau a accompagné aussi un certain nombre de collectivités dans la gestion patrimoniale, que ce soit au travers de la meilleure connaissance, ce sont des modalités assez classiques pour effectivement mieux connaître les consommations pour pouvoir mettre en place des programmes d'action de remplacement de fuite,
de remplacement de canalisation. Et c'est des projets qui sont aussi concrétisés dans le cadre de l'appel à projet France Relance, pour lequel il y a deux exemples là, dans l'Allier et dans le 58, pour lequel il y a eu des financements de remplacement de conduites fuyardes. On intervient aussi auprès des industries. Donc, je laisserai la parole à un intervenant sur Erastil, mais effectivement, des projets au niveau d'industrie sur l'amélioration de la qualité des rejets, des économies d'eau. On a des exemples sur Safran Electronics et Défense sur le recyclage des eaux de process. Sanofi, on était sur des recyclages des eaux de refroidissement, donc des projets qui visent des économies d'eau à l'échelle des industriels, effectivement des industriels qui ont pris conscience de l'enjeu qu'il y avait sur l'usage de l'eau et qui visent à une meilleure autonomie par du recyclage. On a aussi des entreprises industrielles qui sont lancées comme la Boule au but sur du changement de process. Alors c'est l'abandon d'usage de chrome dans la finition des boules pour effectivement avoir une pollution moindre et un usage d'eau aussi réduit. Et puis un exemple suivant d'une moyenne entreprise, la Société Générale de Découpe, mais qui a aussi travaillé sur la filtration des eaux de traitement pour du recyclage. En termes d'agriculture, sur le bassin, à noter une étude à venir sur la meilleure connaissance des consommations en eau en élevage pour pouvoir proposer des solutions en termes d'adaptation des élevages, d'abreuvement, mais aussi peut-être de récupération des eaux de pluie et de recyclage. Donc c'est quelque chose qu'on va suivre, qui pourra donner derrière lieu peut-être à des projets d'investissement individuels sur les élevages. À citer aussi un rapport national sur des pistes de changement climatique aux agricultures, étude de 2020 qui donnait quelle trajectoire d'ici 2050, qui promeut l'agroécologie et la structuration des filières, éléments qui ont été dit ce matin, mais qui sont des actions à mettre en œuvre dans les différents territoires. L'Agence de l'eau, au travers des contrats territoriaux, accompagne notamment les changements de pratiques agricoles dans les contrats agricoles multithématiques, en plus actuellement sous un angle de action de pollution diffuse, mais avec des leviers agronomiques qui contribuent aussi aux actions pollution diffuse, que ce soit les matières en herbe, les couverts végétaux, l'enrichissement des sols en matière organique, pour aller chercher quelques millimètres de réserve utile en plus. L'aménagement des bassins versants ou l'aménagement des haies contribue aussi à cet objectif-là. Donc l'agence met déjà en place des outils. Ce sont les zones en verte, vous voyez, où il y a des contrats agricoles et multithématiques sur lesquels on est susceptible d'apporter ces solutions. Sur le chapeau de la gouvernance, alors juste illustrer les PTGE là, par la carte que vous avez à gauche qui montre les PTGE sur le bassin de Loire-Bretagne et l'expérience qu'on peut avoir en termes de suivi. Avec effectivement deux sages couverts sur la région Auvergne-Rhône-Alpes par des PTGE. Alors le sage Ali Aval qui vient de témoigner, mais on a aussi le projet sur Loire en Rhône-Alpes. Et donc PTGE qui sont effectivement un outil mis en avant par les ministères pour apporter de la concertation dans les territoires, dans l'objectif de définir un programme d'action visant le retour à l'équilibre en mettant en place un programme d'action avec des volumes associés. Et donc, tout à l'heure, il y avait la question, effectivement, comment ça lie ou se combine SAGE et PTGE. L'instruction gouvernement, effectivement, ça a été dit, promeut les PTGE pour apporter des solutions rapides sur les territoires, mais à terme, ces PTGE ont vocation à rentrer dans les SAGE en termes de règlement, de volume ou dans les PAGD. Donc, c'est quand même des outils qui sont en priorité portés par les SAGE et qui ont vocation à rentrer dans les SAGE. Autre outil mis en œuvre par l'agence, ce sont les organismes uniques de gestion collective des prélèvements pour l'irrigation qui, sur le bassin de Loire-Bretagne, actuellement couvrent l'intégralité des ZRE, des zones de répartition des eaux, mais que l'on souhaite aussi accompagner en dehors de ces territoires-là, qui sont des outils pour mieux partager l'eau entre les différents irrigants d'un territoire. Un retour d'expérience, alors pas uniquement PTGE, mais de gestion quantitative à l'échelle d'un territoire. L'Agence de l'eau de Loire-Bretagne a financé de 2007 à 2017 des programmes d'action sur la Vendée, alors, plus éloignés dans le contexte du Marais Poitevin, mais dont l'objectif était effectivement d'accompagner notamment la profession agricole
à atteindre des volumes cibles qui étaient, vous voyez, une réduction de plus de moitié en termes d'efforts à réaliser sur la réduction des prélèvements en période d'étiage. Et donc le programme d'action a mis en place des différentes actions sur les économies d'eau, sur le changement pratique, qui représentent à peu près un tiers des économies à réaliser, mais a aussi financé des réserves de substitution à hauteur de 17,8 millions de mètres cubes, donc voilà, des projets conséquents à l'échelle d'un territoire, pour, là c'est bien le cas, atteindre un objectif de volume prélevable qui était largement plus faible que les volumes actuels ou historiques ou de référence, qui traduit effectivement un déficit avéré. Voilà. Cette expérience, même si elle est antérieure avant l'instruction du gouvernement, a permis quand même de mettre en avant des facteurs de réussite de ces démarches de territoire, sachant qu'on parle d'instruction de 2017, mais il y avait déjà une instruction en 2015, il y a déjà des pistes. Les quelques éléments que je souhaiterais mettre en avant, c'est... En 1 ou 2 minutes, si possible. C'est quasiment fini, pardon. Parce que là... C'est effectivement l'importance de la gouvernance multipartenariale, le rôle des sages, la clé des sages dans ces démarches de gouvernance, la présence aussi d'un OUGC, notamment ici avec un établissement public, qui sont des éléments clés de réussite. Alors, un élément aussi, ça a été évoqué, l'information, la communication, mais aussi tout ce qui permet une acceptabilité des démarches et aussi un engagement des agriculteurs dans peut-être des changements de pratiques, dans des changements de modèles agricoles au sein de ces territoires. Et donc je terminerai par la dernier graphique qui présente les consommations financières de l'agence Loire-Bretagne sur le 10e programme et le début du 11e, donc depuis 2013 sur la gestion quantitative, pour lequel on a environ 23 millions d'euros en annuel sur cette thématique-là. Vous voyez en vert une consommation qui est assez importante chaque année sur la gestion patrimoniale. On a en violet 2 années qui correspondent à des mises en place d'appels à projets spécifiques sur le renouvellement des fuites qui a effectivement été assez consommateur de dotation. Et on a aussi en orange les tranches de travaux de substitution qui ont été financées à la fois sur la Vendée 2013, 2014, 2015 et à la fois sur le projet des Deux-Sèvres à partir de 2020. Pour vous dire que là, effectivement, on est sur une moyenne de 23 millions d'euros par an sur cette période-là, que la dotation pour les 3 années à venir, elle est élevée à hauteur de 30 millions d'euros pour effectivement faire face et accompagner les demandes qui pourraient répondre à notre stratégie. Et ce matin, il a été évoqué notamment les solutions fondées sur la nature. Pour vous donner une ordre de grandeur, sur les solutions fondées sur la nature, on estime, en tout cas en 2020, qu'on était à hauteur de 70 millions d'euros sur ces solutions-là, qui est 2 fois plus que ce qu'on attribue sur la gestion collective en tant que telle. Gestion quantitative en tant que telle. Voilà. Merci pour les quelques minutes en plus. Il faut partager, hein, c'est comme l'eau, il faut partager avec les voisins. On va écouter qui, Régis Ten ou alors Vichy Communauté qui se lance. Peu importe. Alors Régis, allez-y. Bon, merci. Alors, clic, et ben voilà. Voilà. Parfait. Donc, rebonjour déjà. Je vais évoquer donc les questions relatives aux économies d'eau et de tarification pour les services publics d'eau potable et d'assainissement, en lien donc avec les assises de l'eau. Bon, ça je passe. Enfin voilà. En lien avec surtout s'il n'y a que 10 minutes, avec les assises de l'eau. Les 2 objectifs qui ont été assignés pour les services publics d'eau et d'assainissement, donc moins 10% de prélèvement horizon 2024, moins 25% horizon 2034, avec l'idée que, au-delà des injonctions, il faut accompagner les collectivités, les usagers, les consommateurs en général, enfin professionnels ou administrations et individus, à atteindre cet objectif. Donc le club, il vise les usages de l'eau. On va y rajouter, je verrai juste à la fin, les questions relatives à la gestion des réseaux, mais ça, il y a quand même déjà énormément de choses qui ont été faites là-dessus.
Donc, ce n'était pas le cœur. Le cœur du club, c'est vraiment travailler sur la réduction des consommations d'eau des usagers, hein, avec un objectif de partager des bonnes pratiques, améliorer ces pratiques par l'échange. Et puis, ça, c'est ceux qui font déjà. Et puis, donner des clés, des idées, une envie d'agir à ceux qui ne font encore pas grand-chose. L'idée étant que, bon, là où il y a des vraies tensions, bah, ça fait déjà longtemps qu'il y a des actions qui sont conduites. Et là où il n'y a pas de tension, il y en aura. Et donc, autant commencer tout de suite à anticiper un petit peu sur les mesures et les bonnes habitudes à prendre. Donc, dans ce cadre, il y a une plateforme d'échange qui a été créée. On a monté des trophées économie d'eau au printemps dernier. Un catalogue des bonnes pratiques qui est en cours de publication et un certain nombre de recommandations. Alors, sans rentrer complètement dans le détail, mais voilà, premier volet, la sensibilisation des usagers. Hein. C'est un axe évidemment extrêmement important. Dans les politiques ou dans les pratiques, les actions qui ont été conduites par les collectivités, avec une ouverture ces dernières années aux sciences comportementales. De plus en plus de collectivités ont commencé à aller farfouiller un petit peu dans les idées. Comment est-ce que on incite, alors sans manipuler, hein, mais comment on incite les usagers à faire des économies d'eau de manière positive, hein, et pas à coup de restrictions d'usage, à coup d'injonctions. Et donc c'est aussi pour ça, dans les bonnes pratiques, remonte l'idée que plus que des messages catastrophiques, en plus, 3 fois sur 4, on tombe mal. Hein, je veux dire, à tous les coups, on prévoit un encart dans le journal municipal pour dire faites des économies d'eau, ça va être publié le jour où il pleut à Sceaux. Donc voilà, au lieu des grands messages généraux que tout le monde entend, être tout de suite sur des bonnes idées, des questions pratiques, des conseils, fournir des données chiffrées. Voilà, qu'est-ce que c'est que votre consommation d'eau, comment vous pouvez économiser, combien ça représente, parce que les gens ont finalement assez peu de conscience de ce qu'ils consomment, pas plus d'ailleurs que le prix de l'eau. Hein. Et puis, au moins commencer par apporter voilà, même si c'est des petites solutions, mais qui permettent d'atteindre rapidement des résultats et qui puissent se voir. Sur les messages, bah, évidemment, la facture d'eau, c'est en gros 80% de tarification mètre cube. Hein, il y a juste une toute petite part de forfait en moyenne. Hein. Donc, au moins à court terme, faire des économies d'eau, c'est éviter des dépenses. Hein. Alors, évidemment, il y a l'eau qui est gaspillée, les fuites, mais même une économie d'eau, prendre une douche, c'est à la fois consommer moins d'eau froide, tout court, c'est aussi consommer moins d'énergie. Même s'il ne faut pas se leurrer, à la fin, ça veut dire que les tarifs vont être obligés de monter pour compenser. Hein. Repenser aussi, essayer de changer un petit peu qu'est-ce que dans l'idée du confort, dans l'idée des normes sociales, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire évoluer pour que voilà, la piscine, le gazon bien vert, etc., ne soit pas toujours mis comme étant l'objectif à atteindre. Hein. Et puis donc réincitation sur les sciences comportementales. Hein. Et l'incitation tarifaire, je crois que ce qui est surtout important, c'est qu'en fait le tarif lui-même, une des conclusions, c'est que le tarif, ça fait rien tout seul. Hein, les gens de toute façon ne savent pas quel est le prix de l'eau. Si on leur pose la question, on a des résultats extrêmement variables. Les gens ne savent même pas quel est le montant de leur facture d'eau. Et donc finalement, c'est pas leur dire ah ben on a une tarification plus chère au mètre cube, donc spontanément j'en consommais moins. Non, c'est la communication finalement sur le message tarifaire qui va porter, mais c'est pas le tarif lui-même. Il n'y a aucune corrélation qui a été montrée aujourd'hui dans les études entre le tarif et la consommation s'il n'y a pas une politique de communication autour.
Milieu scolaire, on l'a évoqué, et c'est intéressant parce qu'on a eu dans les trophées des candidatures de collège. Alors les actions peuvent sembler un peu, ou l'école primaire peuvent sembler un peu marginales, hein, récupérer des brocs d'eau pour aller arroser les plantes, etc. Mais finalement, voilà, ça participe aussi d'une éducation, d'une sensibilisation, et ça rétroagit à la maison. Hein, des écoles qui ont fait des défis de consommation d'eau à la maison. Bon, tout le monde ne rentre pas dans la démarche, mais voilà, ça induit des changements de comportement. Jouer sur le ludique, hein, oui, enfin jouer forcément sur le ludique, mais voilà, essayer d'apporter des éléments, et là-dessus, les outils qui auraient pu être mis en place, on parlait des agences de l'eau ce matin, sont intéressants. Hein. Sur le jardinage, hein, l'arrosage, c'est important. Enfin, c'est une grosse consommation d'eau, et on s'aperçoit que il y a du surarrosage, et 2, c'est une source de fuite incroyable. Enfin, on a maintenant une loi qui permet d'écrêter les factures d'eau, donc de ne pas faire payer les surconsommations d'eau en cas de fuite sur canalisation. Et le nombre de fuites sur des réseaux et des installations d'arrosage automatique, c'est faramineux. Et en plus, alors effectivement, là, le tarif joue pas beaucoup, puisque de toute façon, s'il y a une fuite, elle est décomptée, elle n'est pas payée. Mais voilà, donc il y a des messages là aussi à faire passer, au-delà de simplement dire arrêté du préfet, interdiction d'arrosage des jardins. Il y a des messages un peu plus subtils qu'on peut faire passer, avec aussi des travaux sur la tarification saisonnière, dont j'espère qu'ils vont déboucher au niveau législatif. En tout cas, c'était une promesse du gouvernement. Les espaces verts, ça c'est donc plutôt les consommateurs services des collectivités, hein, ou même des grandes entreprises qui ont des espaces verts. Même constat général sur qu'est-ce qu'on peut faire. Des réflexions intéressantes sur les outils, sur des capteurs d'humidité qui permettent d'optimiser. Alors ça, un particulier ne va pas mettre un capteur d'humidité dans son jardin, enfin pas encore, mais sur des services d'espace vert, on commence à le faire. Et puis surtout, un changement de culture des services vers justement des jardins secs, en tout cas avec des plantes qui sont très résilientes aux sécheresses. De sectoriser. Il y a des endroits où, il faut quand même toujours avoir du vert, même en plein été, mais il y a d'autres endroits où c'est peut-être moins important. Et puis beaucoup de formation des agents. Hein. Voilà, je crois que j'ai à peu près passé un tout petit peu moins des 10 minutes. Surtout, voilà, c'est pas fini. Il y a une première année de fonctionnement du club. Il continue. Donc, on a nos 3 GT sur les usagers domestiques, les usagers collectifs et publics, y compris les collectivités, et les enjeux de tarification. Et puis, il y en a quand même un 4e qui a été réclamé tout au long de l'année sur la performance des réseaux, qu'on va donc lancer d'ici la Toussaint, d'ici la fin du mois d'octobre. Et puis, on va publier dans les prochains jours, voilà, le catalogue des retours d'expérience des trophées. Alors, je ne parle pas ici de... Voilà, tout le volet agricole a été exclu. C'est une demande expresse de la profession agricole que le club ne travaille pas sur les enjeux agricoles. Et côté industriel, la FENARIV et l'Assemblée des CCI ont déjà conduit un certain nombre d'actions. Merci Régis Ten. On passe à Vichy Communauté. Vichy Communauté avec Christine Morin et Régis Bonnet. Vous pouvez vous emparer des micros qui sont là pour parler de Vichy Communauté. Vous allez vous partager la tâche tous les deux, sachant que Christine Morin, vous êtes directrice assainissement et gestion de déchets, et que Régis Bonnet, vous êtes directeur eau potable, toujours à Vichy Communauté. C'est bien ça. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter brièvement Vichy Communauté. Donc, comment le territoire de Vichy Communauté s'adapte pour faire face à la raréfaction de la ressource.
Tout d'abord, une rapide présentation de notre territoire. Notre territoire est composé de 39 communes, 85 700 habitants, sur une superficie de 742,5 km². Tout ça donc au nord-ouest, enfin dans le sud-est du département de l'Allier, au nord-ouest de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Le service eau potable, quelques chiffres clés rapidement. Il est constitué de 19 communes. Cette compétence eau potable est nouvelle, elle est rentrée en vigueur au 1er janvier 2020. Donc c'est tout nouveau pour la communauté d'agglomération. Elle est composée de 19 communes, sachant que c'est la partie centrale qui est en bleu. Par le jeu de représentation-substitution, les communes qui sont en périphérie sont restées gérées et organisées par les CIVOM locaux, les gros CIVOM qui avaient cette compétence, donc ils gardent cette compétence-là. Donc je vous disais, Vichy Communauté, ça regroupe donc 19 communes, 26 430 abonnés, 3 usines de production qui sont basées principalement sur Laval, le Vichy, QC et Bellerive, 52 captages principalement en montagne bourbonnaise. À savoir qu'on a notre territoire en se rapprochant du département de la Loire au sud-est, on a des captages qui sont à 1100 mètres d'altitude et qui descendent de l'eau jusqu'à la plaine, jusqu'aux communes du Vernet, à Bray, à proximité de Vichy. Donc cette eau transite par 878 km de réseau hors branchement. On a une capacité de stockage de 48 420 m3 pour une consommation journalière de près de 12 000 m3. Alors un constat que beaucoup d'entre vous ont pu faire, gestionnaires d'eau potable, donc cette dernière décennie, on a pu observer, surtout entre 2016 et 2020, une diminution de 10% des ressources disponibles, notamment en montagne bourbonnaise. Vous avez le type de captage qu'on exploite en montagne bourbonnaise sur la photo en haut à droite. Donc malheureusement, donc on a subi l'impact, les effets de la transformation climatique, pardon. Donc on a une forte diminution de la ressource en eau. La conséquence directe, c'est qu'on a la chance de pouvoir bénéficier, on en a parlé ce matin, d'un syndicat dans l'Allier, le syndicat mixte des eaux de l'Allier, par lequel on peut faire transiter de l'eau de la plaine vers la montagne. C'est le cas sur notre territoire. Donc on avait acheté les 5 dernières années des volumes qui ont doublé en 5 ans. Et ça a une conséquence bien sûr financière parce que la consommation énergétique des stations de refoulement a triplé. Donc vous imaginez dans un budget annexe les conséquences que ça peut avoir. Donc ce constat nous amène à mener une gestion quantitative de la ressource, tout d'abord en menant une gestion active de l'eau, en se donnant comme leitmotiv de ne pas prélever plus d'eau que le volume de recharge de la nappe, surtout par rapport à la hausse des températures qui est attendue, qui impacte les milieux aquatiques. Donc on en a parlé souvent ce matin et puis encore cet après-midi. Donc les idées, c'est de développer les solutions fondées sur la nature, favoriser l'infiltration. Notre vice-président, M. Kuchna, ce matin, est revenu sur et puis Christine Morin vous en parlera aussi, sur des aménagements qui favorisent l'infiltration. Mon collègue également, Mathieu Boisseau, travaille énormément sur la reconquête des zones humides et pour replanter des haies, par exemple. Donc le travail du service eau potable va lui s'attacher plus au maximum de lutter contre les fuites en comptabilisant le mieux possible, en sectorisant. Vous avez fait part de projets menés par les voisins. On a aussi des dossiers sous le coude qu'on va présenter. On tient à optimiser le rendement et notamment renouveler le patrimoine. Bon, un de nos objectifs aussi, c'est d'avoir un taux de renouvellement assez agressif, pas descendre en dessous du 1%. On a en cours des dossiers aussi pour des remplacements de dossiers fuyards, donc on espère voir aboutir cette année 2022. Il nous faudra aussi développer la sécurisation de la ressource parce qu'on sera un acteur du schéma départemental initié par le SMEA. Monsieur Chito ce matin parlait d'eau qui était en manque dans l'ouest du département. Donc cette eau devrait transiter par notre territoire. Donc on sera un acteur du schéma départemental. Enfin, on compte dans cette gestion quantitative mener une gestion intégrée de la ressource en eau.
Donc les dernières assises de l'eau ont montré la disponibilité de l'eau pour la population comme une priorité claire par rapport aux autres usages, donc on va s'y atteler. L'idée aussi, vous en avez beaucoup parlé aussi, la relance des PTGE est pour nous important pour mieux gérer en amont la ressource. Alors justement, des actions, des exemples locaux pour mieux gérer la ressource en amont, on avait des captages qui étaient vieillissants en montagne bourbonnaise, qui étaient des années 60, donc on a mené plusieurs réhabilitations de captages, donc c'est des travaux assez lourds en terrassement et autres. Bon, donc on a mis des budgets importants pour réhabiliter ces captages et on espère pouvoir avoir des débits disponibles plus importants dans les prochaines décennies. On s'attache aussi à protéger cette ressource puisqu'on a les petites communes rurales nous ont rejoints ces 10 dernières années. Donc on a d'un point de vue administratif, tout est finalisé, les périmètres de protection sont en place, mais il restait certains travaux de mise en place de protection. Donc on continue ces travaux-là. Je voulais revenir aussi sur l'indispensable notion de sobriété. Donc, pour nous, il est important de aussi bien moins consommer en changeant les comportements que mieux consommer la ressource en l'économisant via des outils techniques. Bon, vous en avez parlé, Monsieur Ten, aussi juste avant. C'était des petits outils, des régulateurs de jet pour les robinets. On tient aussi les nouveaux compteurs sont équipés de radio relève. C'est pour nous une source d'information pour signaler au plus vite aux abonnés les fuites qu'ils peuvent avoir après compteur. Et puis les classiques, les arrosages goutte à goutte, les paillages systématiques, les plantations de massifs secs, l'irrigation avec les eaux usées et traitées, qui ont été évoquées juste avant, et également les récupérations d'eau de ruissellement pour le nettoyage de la voirie. On a à cœur aussi de faire changer les pratiques via des mécanismes financiers. Bon, ça peut être quelques solutions, le paiement vers les agriculteurs pour des services environnementaux qui doivent encourager les pratiques vertueuses sur les plantations de haies, la préservation des mares et l'abandon de la monoculture. Et également une tarification incitative à la réduction de la consommation d'eau, même si M. Teng vous avait redit ce matin qu'il fallait être prudent avec cette mesure par rapport aux familles nombreuses et puis tout ce que ça implique. Et enfin, pour terminer, un volet de communication qui nous semble très important. Il nous faut sensibiliser, informer et former pour faire prendre conscience de la fragilité de notre territoire et des bons gestes à adopter au quotidien. Pour ça, on va essayer de développer une information vers le grand public plus explicative en responsabilisant sur les enjeux et les mesures de restriction prises en période de pénurie et pour encourager les usages à la sobriété. Donc, depuis quelques années, on reçoit assez régulièrement, dans le cadre de journées de développement durable, mais aussi des collèges qui viennent visiter nos installations, captage, réservoir, et puis voire même station d'épuration pour boucler le cycle de l'eau. Donc, c'est des journées qui sont, je pense, très pédagogiques pour le jeune public, pour qu'ils puissent faire passer un message dans les foyers. Et enfin aussi, on s'attache à faire publier les fiches qualité éditées par l'ARS pour les différents secteurs. Voilà, j'ai peut-être un peu monopolisé, mais voilà, Christine, il reste à poursuivre. Volez-lui la parole, allez-y. Merci. Oui. Ouais. Oui, moi il me reste 2 minutes, c'est ça? Allez-y, on va être sympa. Alors, il n'y a pas de siège éjectable encore. Alors moi je vais vous parler plutôt de pluvial. Alors on est un petit peu dans un registre différent. Moi je vais plutôt vous expliquer comment le fait de favoriser l'infiltration des eaux pluviales, ça contribue à lutter contre les actions, à lutter contre le changement climatique. Avant de démarrer, juste vous dire que la compétence pluviale, elle est exercée dans le cadre de l'assainissement. Compétence obligatoire pour les communautés d'agglomération et pour Vichy Communauté, elle s'exerce sur les 39 communes, contrairement à mon collègue. Donc on a 39 communes, 36 000 abonnés, un peu plus de 1000 km de réseau, dont la moitié en eau pluviale, et tout ça avec une équipe de 45 personnes.
Aujourd'hui, on est conscient que le changement climatique a des conséquences importantes. Alors nous, on parle pas de sobriété. En général, on parle plutôt de valorisation de la ressource, parce que nous, c'est bien quand l'eau est en excès que nous avons à la gérer sur les réseaux d'eau pluviale. Mais pour autant, aujourd'hui, on se dit qu'il ne faut pas qu'on considère l'eau comme une contrainte, mais bien comme une ressource sur cette compétence pluviale. On a trop souvent éloigné l'eau des villes. On a construit des réseaux qu'on a fait dans tous les sens dans les villes d'aujourd'hui, dans les collectivités. Et puis aujourd'hui, on se dit que peut-être que plutôt que de l'évacuer ailleurs, on a peut-être un intérêt à le voir comme un élément stratégique et structurant. Donc sur notre territoire, on a aussi souhaité l'inscrire dans le projet d'agglomération. Alors pour ceux qui sont locaux de l'étape, on a un projet d'agglomération qui s'appelle Agir 2035. Et dans cet acronyme, le I de Agir veut dire intensifier les actions contre le changement climatique. Et dans ce I, on a inscrit un certain nombre de fiches actions, dont une sur le pluvial qui s'appelle Tendre vers un territoire perméable. Donc voilà, ça prend tout son sens, et c'est important que les élus aient voulu un pilier fort sur cette partie-là. Vous dire aussi que sur notre territoire, en termes de pluvial, on a à cœur de saisir toutes les opportunités pour les aménagements, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés. Et ça, c'est vraiment important de se dire qu'il n'y a pas que les collectivités qui sont garantes de l'aménagement public qu'on doit convaincre, mais bien tous les aménageurs. Et aujourd'hui, convaincre, c'est vraiment le mot. Convaincre que ça ne coûte pas plus cher. Convaincre aussi que ça a du sens et que c'est l'affaire de tous. Je vous ai mis quelques exemples de réalisations qu'on a fait récemment sur le territoire de Vichy Communauté. Donc ici, il faut imaginer qu'avant, il y avait un bâtiment sur l'ensemble de ce secteur, un vieux bâtiment, très vilain d'ailleurs, et sans aucun aménagement paysager. Et quand le bâtiment a été supprimé et qu'il y a eu ce projet de parking, eh bien, on a travaillé non seulement avec les services voirie, mais aussi avec les services espaces verts pour réfléchir à une véritable intégration et une véritable gestion intégrée de ces eaux de pluie. On se rend compte aujourd'hui qu'on doit avoir une vision à la fois globale et transversale. On ne peut plus travailler tout seul comme on l'a fait pendant des années, et ça ne peut fonctionner que dans ce cas-là. On doit vraiment penser multi-espace, on ne doit pas penser ouvrage unique, et c'est ce qu'on a fait dans le cadre de cet aménagement. Je parlais des aménageurs privés, là c'est un particulier qui a déraccordé ses eaux de toiture, qui donc les récupère pour son arrosage. Alors là pour le coup, il va moins consommer d'eau potable, et nous on aura moins d'eau dans les réseaux, surtout en période de pluie. Ce que je vous disais, ce qui nous pose difficulté sur la gestion des réseaux, c'est bien l'excès. Ici, alors j'ai pas voulu faire de publicité, je suis navrée, j'ai pas mis le floutage. C'est un aménageur privé qui est en train de réhabiliter un important magasin sur Vichy et qui a choisi de récupérer toutes les eaux de toiture donc il les stocke dans des cuves pour tout son arrosage d'espaces verts. Donc ça c'est quelque chose d'important, et là, ce que je vous disais prend tout son sens quand les aménageurs privés prennent ce type de décision. Pour nous, c'est un gage aussi, j'allais dire, de vecteur de communication pour les autres aménageurs privés qui, des fois, ont un peu de mal à rentrer dans cette démarche. Je crois que j'ai fait très vite du coup. J'arrive à la dernière diapositive pour vous expliquer. J'ai fait un petit focus sur une étude qu'on a menée avec un bureau d'études qui s'appelle le cabinet Diagonal Conseil, qui avait été accompagné par Jean Launay, qui était présent ce matin. Dans cette étude, les élus ont voulu vraiment une démarche stratégique et globale, et ont souhaité un plan directeur avec des idées forces. Alors vous les avez ici, elles sont représentées
sur les pétales de cette jolie fleur avec une pétale qui s'appelle l'indispensable prise en compte des eaux pluviales. Et à la suite de cette étude, on a créé un comité de pilotage qui s'appelle comité de pilotage GEPU, gestion des eaux pluviales urbaines, dans lequel on demande aux communes de s'engager concrètement à signer une charte. Alors une charte qui devrait s'appeler territoire perméable. Moi aussi, je participe. Et ça peut être s'engager sur un projet emblème. On a une commune qui va s'engager à ne plus buser ses fossés, comme ça a été un peu la mode ces derniers temps. On a des engagements sur des PLU avec des préconisations fortes, des engagements forts. Je pense notamment à la ville de Vichy qui, dans son PLU, va prendre des engagements importants. Donc voilà, ce matin, on parlait de ce que les élus portent et je pense que je trouvais que c'était important, voilà, de présenter cette diapositive pour montrer l'engagement et les actions concrètes qui en découlent. Merci. Merci beaucoup, Christine Morin et Régis Bonnet pour Vichy Communauté. Et puis, on va terminer avec vous, Alain Pirat, ingénieur expert environnement à Eramet. Donc, un volet un peu industriel qu'on n'a pas vu encore jusqu'alors ou peu. Allez-y. Voilà. Donc, je vais vous présenter une action qui a été faite en 2014 dans l'usine Erasteel à Commentry. Donc, en quelques mots, Erasteel, c'est une usine implantée donc, dans le département de l'Allier à Commentry. C'est une usine qui a quasiment 200 ans, 1823 à l'origine. Une usine qui occupe 22 hectares. En tant qu'activité, c'est une aciérie qui élabore des aciers spéciaux à partir de ferraille ou en recyclant des déchets métallifères. Des piles, des batteries, des catalyseurs pétroliers, des bouts de traitement de surface. Donc voilà, tous ces déchets qui contiennent des métaux, on les recycle et on en refait des aciers. En termes administratifs, c'est une usine qui est classée à la fois IED et Seveso. IED, c'est un petit peu moins connu que Seveso. Seveso, c'est risque accidentel. IED, c'est risque chronique. Donc on cumule les classements chroniques et accidentels. Donc on est bien surveillé par l'Adréal. On se connaît bien. Et donc c'est une usine qui est filiale du groupe Eramet, donc qui est un groupe minier métallurgique français. Alors, en 2016, on a démarré justement ces nouvelles activités de recyclage de déchets métallifères. Là, vous avez une photo d'une coulée d'acier liquide issu de recyclage. Et je fais juste une toute petite parenthèse parce que aujourd'hui, la thématique de la journée, c'est s'adapter au réchauffement climatique. Il faut s'adapter. Il faut aussi réduire autant que possible ce réchauffement. Et donc, nos nouvelles activités avec ces recyclages de déchets métallifères, la comparaison par rapport à utiliser des minerais issus de mines pour faire 1 kilo de nickel issu du raffinage minier, ça émet 45 kg de CO2. Nous, pour faire ce même kilo de nickel, qui va avoir la même application derrière, c'est la même qualité métallurgique, on fait seulement 6,6 kg de CO2 par kilo, donc 7 fois moins. Donc, Erasteel, c'est une usine qui avait déjà nettement réduit sa consommation d'eau de façon assez classique en 20 ans depuis 1995. On avait divisé notre consommation par plus de 3, donc passé de 600 000 m3 par an à 180 000, en achevant la suppression des refroidissements en circuit ouvert, en installant des tours aéro-réfrigérantes, toutes les mesures de cette époque-là et qui étaient déjà très significatives en termes de consommation. Mais en 2014, quand on a commencé à réfléchir aux nouvelles activités de recyclage, dans les discussions préalables avec l'Adréal et la préfecture, il nous a été dit c'est intéressant votre projet, mais Commentry, c'est une zone en tension, donc vous pourrez être autorisé, enfin c'est envisageable, mais une des conditions, c'est que vous n'augmentiez pas votre consommation d'eau.
Donc, qui dit garder les activités existantes plus en rajouter de nouvelles sans augmenter la consommation d'eau, on s'est demandé comment on peut réduire. Et on a utilisé ce qui pouvait être une faiblesse, une usine qui a 200 ans. Vous l'avez vu sur la première photo. C'est une usine qui est très imperméabilisée, qui a des réseaux unitaires. Qui dit réseau unitaire dit qu'on collecte les eaux pluviales quand il pleut et puis il faut les gérer et ça se mélange à toutes nos autres eaux. Et on avait déjà une boucle d'eau recyclée. C'est-à-dire qu'on avait un château d'eau qui distribuait de l'eau sur des outils qui avaient besoin d'être refroidis. On collectait ces eaux dans des bassins où on décantait, on déshuilait, et puis on refroidissait et on remontait au château d'eau. Et puis quand il pleuvait, on débordait en direct. Donc ça, c'était notre situation début 2014. À partir de mi-2014, excusez-moi, on a modifié la gestion des bassins de récupération pour ne plus les gérer à niveau de débordement, mais les gérer avec du creux pour intercepter, stocker les eaux pluviales et du coup les réutiliser pour notre refroidissement. Et simplement, en gérant ce creux et les apports venant des réseaux, au lieu de les faire comme précédemment directement au niveau des outils à refroidir, on les a fait sur le bassin si le bassin était trop vide. Mais tant qu'il pleut suffisamment pour remplir, on ne prélève plus sur les réseaux. Donc ça a fait l'objet d'un film en 2015. Donc je vais vous le présenter, ou plutôt laisser dérouler. Ça va vous permettre de voir un peu l'intérieur de notre usine. Les eaux qu'on appelle eau industrielle dans l'usine, c'est essentiellement des eaux de refroidissement. Donc pour refroidir différents outils, que ce soit la scierie, que ce soit la presse, les laminoirs, tout ça, ça produit de la chaleur et on a besoin de le refroidir par un circuit de refroidissement. Et dans l'usine, il y a une particularité, on a une boucle d'eau recyclée, une boucle d'eau industrielle, avec un château d'eau qui délivre l'eau froide sur les outils, 2 bassins de relevage dans lesquels on récupère et on remonte l'eau qui a traversé les outils et qui s'est réchauffée. Et on arrive sur des grands bassins qui sont derrière moi. Et de là, on refroidit les eaux par des tours aéro-réfrigérantes et on remonte au château d'eau pour repartir sur les outils. Cette boucle, on l'alimente via 2 réseaux externes. Un réseau d'eau potable et un réseau dit d'eau brute, c'est de l'eau d'un barrage sur la commune. 3e apport, c'est les pluies. Et jusqu'à présent, comme on gérait les bassins à niveau plein, à niveau de débordement, toute l'eau qu'on pompait pendant la pluie, on la rejetait en direct. L'idée, on récupère des eaux de pluie et on ne les utilise pas, elle existait dans l'usine. Par contre, personne n'était capable de quantifier cet apport par les eaux de pluie et si finalement c'était significatif ou pas significatif. Donc on en était resté à l'idée. Pour justement être capable de quantifier ce volume d'eau annuel qu'on pouvait imaginer récupérer, on a une usine voisine à Dicéo, qui est à 1 km d'ici, et qui dispose d'une station météo. J'ai demandé à mon homologue d'Adicéo s'il pouvait nous transmettre leurs données météo. Donc c'est des enregistrements quart d'heure par quart d'heure pendant 3 ans. Mais c'est ça qui m'a permis de modéliser les différents endroits de l'usine où il y a de l'eau qui tombe, sur quelle station de pompage ça arrive, pour dire, d'après ce que j'ai modélisé, on peut imaginer de récupérer tant de dizaines de milliers de mètres cubes d'eau par an. Ça vaut le coup de regarder comment on arriverait à gérer du creux dans les bassins de façon à avoir une capacité d'accumulation d'eau de pluie. Avec Alain, on a de multiples échanges sur ces sujets-là et d'autres. Il est venu nous voir en disant si on récupérait et on arrivait à avoir une gestion de l'eau, ça nous permettrait dans ces phases-là de pouvoir éviter de faire un apport d'eau
externe. Donc nous, on a une grande connaissance du réseau, hein, de sa constitution, de ses différents débits, volumes. Nous, on a regardé comment on configurait notre réseau, hein, pour répondre à sa demande, c'est-à-dire quel était le meilleur endroit pour collecter, quel était le meilleur endroit pour pouvoir réguler. De façon à baisser notre bassin au bon niveau pour que quand il se mettait à pleuvoir, qu'on puisse récupérer le maximum d'eau et de façon à éviter les apports externes. L'outil qui est à côté de nous, c'est un four de maintien derrière une chauffeuse à induction. Jusqu'à 2014, jusqu'au mois de juillet 2014, le refroidissement de ce four était sur l'eau brute de barrage. Nous occasionnait quand même une consommation assez importante. Bon, il a fallu refaire une partie de la tuyauterie qui est sous ces caniveaux, parce que l'eau industrielle n'y arrivait pas. Alors maintenant, on l'a passé sur de l'eau industrielle, qui est sur notre circuit fermé. Il n'a que le secours en eau brute. On a gardé le secours en eau brute. Parti sur un petit test très court, pour être sûr de pouvoir revenir en arrière s'il y avait des soucis, vu que ça fonctionnait, qu'on n'avait pas de problème de refroidissement, qu'au niveau production, ça ne nuisait pas à la production. On n'avait pas d'encrassement supplémentaire, ce refroidissement des rouleaux, du four de maintien. Et on est parti sur une période plus longue. Au final, l'usine n'a pas moins consommé d'eau. Les outils à refroidir n'ont pas moins consommé d'eau. Par contre, c'est l'origine de cette eau qui a changé. Au lieu de la prendre sur les réseaux externes eau potable ou eau brute, ça a été fourni gratuitement par les nuages. Au niveau financier, les 60 000 m3 d'eau qu'on n'a pas prélevés sur les réseaux de la ville, ça fait 40 000 € d'économie sur l'année 2014. Pour donner une comparaison, 60 000 m3, c'est de quoi remplir 25 piscines olympiques. C'est également la consommation annuelle de 1150 adultes en France. Des points importants de ce projet, mais comme de souvent tout projet, et j'y tiens en tant que responsable de service, c'est le travail d'équipe. Et on voit que quand on travaille en équipe, avec des objectifs mobilisants pour tout le monde, ça permet d'avoir des très bons résultats. Donc on a en effet de très bons travail d'équipe entre le service maintenance et le service environnement. C'est lié à la qualité des hommes, mais c'est lié aussi à l'objectif commun que tout le monde s'assigne. C'était une idée qui existait déjà, et puis là, avec Bernard et puis l'appui de Gilles, ça a permis d'aboutir et de faire le dernier pas en date sur les économies d'eau. Depuis 92, on était sur des volumes d'à peu près 800 000 m3 d'eau d'appoint sur l'ensemble de notre circuit. Et maintenant, on réussit à descendre à autour de 100-110 000 m3. C'est divisé par à peu près 7 ou 8, ce qui est très important. Depuis 5 ans, on stagnait à peu près à 180 000 m3 par an. On a fait une nouvelle étape. On a quelques idées pour la suite. Aujourd'hui, nous sommes en 2021, donc on a un recul jusqu'à année complète jusqu'à 2020. Donc on voit ce qui vous a été expliqué. Donc en moyenne, entre 2010 et 2013, on consommait 180 000 m3 par an, et ça, c'était une consommation qui était grossièrement stabilisée. En 2014, ce n'est pas une année complète de valorisation des eaux pluviales, mais on voit déjà la marche qui a été faite. 2015, c'est l'année du film que vous venez de voir. 2017, il y a un loup, il y a une grosse augmentation. C'est l'année où on a démarré nos nouvelles activités de recyclage. Ça a révolutionné les activités de l'usine, ça a été compliqué, et du coup, on n'a pas réussi à tout gérer. La valorisation des eaux pluviales, ça s'est relâché cette année-là. Par contre, c'est un relâchement qui n'a duré qu'une année. Et puis depuis 2018, on est grosso modo stationnaire à 70 000 m3 par an. Donc 110 000 m3 par an non consommés sur les réseaux externes par du stockage et de la réutilisation d'eau pluviale. Voilà, question-réponse. Merci beaucoup, Alain Pirat. Le micro, la parole est à vous maintenant. Si vous avez des questions, si vous voulez revenir sur l'un des témoignages ou des expériences, vous pouvez le faire. On va vous transmettre un micro. Vous faites un petit signe à l'hôtesse. Personne pour le moment? Si, au fond là-bas. Merci. J'aurais une question pour le dernier intervenant, venant initialement du monde industriel et de la fonderie. Je suis intéressée par vos idées à venir, en fait, si vous pouvez en parler.
Je n'ai pas bien compris la question, pardon. Vous avez terminé en disant, voilà, c'est ce qu'on a fait actuellement et on a des idées pour continuer, pour aller plus loin. Et si c'est possible, je suis intéressée par ces idées. Alors, les idées à venir, en 2015, c'est des idées qui sont, pour partie, réalisées en 2020. Tout à l'heure, monsieur de l'agence de l'eau a cité notre usine comme ayant bénéficié d'une subvention de 800 000 euros sur un projet de 2 millions, donc 40% subventionné par l'agence de l'eau. Ça a été... donc en 2016, on est devenu Seveso pour recyclage de déchets métallifères. Donc, ça a été l'occasion avec l'administration de remettre à plat complètement l'autorisation d'exploiter de l'usine et de traiter un certain nombre de sujets qui traînaient depuis un certain nombre d'années, dont la création d'un rejet unique, d'un bassin d'orage et de confinement de pollution. Et avec les nouvelles activités de recyclage de déchets, c'est des activités qui sont toujours difficiles, sales, parce qu'on part de matériaux qui ne sont pas commerciaux. Hein. On prend les déchets des autres et donc on les prend un peu dans l'état où ils sont. Donc tout ça, ça pouvait avoir un impact sur l'eau. Donc dans les 2 millions, ça a été création d'un rejet unique, création d'un bassin pour collecter la totalité des eaux de l'usine, quelle que soit leur origine, et d'une station d'épuration physico-chimique pour traiter tout ça en rejet au milieu naturel. Ce qui a permis les meilleurs résultats depuis 2018 par rapport à 2015-2016, c'est aussi que dès la conception de la station, on a prévu de pouvoir recycler une partie des eaux traitées vers notre boucle d'eau industrielle. Parce que en période sèche, on peut avoir un gros orage, j'en sais rien, tous les 3 semaines, ça va remplir les bassins que vous avez vus dans le film, mais ça va remplir également le bassin aval, bassin d'orage et de confinement de pollution. Et donc, on va traiter et réalimenter l'usine. Voilà, c'est une des actions supplémentaires qui a été mise en place depuis 2015. Oui, on va vous faire passer le micro. Oui, moi, je voudrais savoir si vous avez fait école et comment ça se passe dans votre filière de production. Est-ce qu'il y a des échanges entre les industriels qui ont les mêmes process pour améliorer justement leur consommation d'eau? Et d'une manière plus générale, est-ce qu'il y a justement des échanges dans l'industrie, comme il peut y avoir en agriculture par exemple, hein, pour justement améliorer ces pratiques? Alors, des échanges directs, pas à date. Par contre, suite à cette subvention de l'agence de l'eau, c'est la 2e fois que je suis sollicité pour présenter ce projet-là. Ça a été le cas l'an dernier dans le cadre du lancement de l'appel à projet plan de relance et la participation de l'agence de l'eau là-dessus. Donc, en 2014-2015, j'étais l'ingénieur environnement en charge de l'usine de Commentry. Aujourd'hui, j'ai une fonction d'ingénieur expert en transverse au niveau d'une quinzaine d'usines des ramettes alliages. Et donc, on travaille sur plusieurs usines à déployer ce type d'idées pour effectivement transposer un peu ce qu'on a fait. Donc voilà, on le fait au moins en interne et ça concerne quand même, je vous dis, une quinzaine d'usines. Et puis après, en externe, si là, récemment, j'ai été contacté par la société Constellium qui souhaite venir voir. Donc voilà, ça se sait un peu et on essaie de répondre favorablement.
Oui, Une pardon, autre- juste oui. pour compléter, effectivement, Monsieur Pirat faisait référence au webinaire qui avait été mis en place par mes collègues de l'industrie pour justement communiquer sur l'appel à projet lancé en 2020. Donc c'est aussi des lieux d'échange organisés pour communiquer sur les projets et les retours d'expérience. Et sur le site internet de l'agence et notamment les liens que j'ai mis sur mon support, où vous avez aussi un certain nombre d'autres témoignages et vidéos pour partager des expériences sur le territoire de Loire-Bretagne. Une autre question? Oui. Oui, cet après-midi aurait pu être parfaite si on avait eu, elle l'était, mais si on avait eu vraiment, alors on a eu des acteurs de l'eau, on a eu des consommateurs d'eau, et il y en a quand même un qui a été oublié, qui n'a pas eu d'invitation, c'est quand même le volet agricole. On en a un petit peu parlé tout à l'heure avec l'établissement public Loire. Mais alors on avait monsieur, sur la table ronde quand même de ce matin, on avait monsieur Pascal Viguier, oui. agriculteur et qui représente aussi l'Imagrin. Mais cet après-midi, on aurait pu parler d'un volet agricole un peu plus général, oui, tout à pas fait. forcément une entreprise en tant que telle, et pour vous montrer aussi que l'agriculture qui est consommatrice d'eau, et heureusement, parce que je vous rappelle qu'elle vous nourrit, elle sait aussi faire des efforts, et ça va bien en lien avec ce qu'on vient de voir, que ce soit avec les villes ou avec l'industrie. Juste pour rappeler tout à l'heure, j'ai vu, vous aviez parlé justement du soutien de l'agence de l'eau vis-à-vis, par exemple, de l'industrie, comme on vient de voir. En agricole, ça existe aussi. Seulement, on est devant un mur, puisque vous avez parlé tout à l'heure de mesures de substitution. Éviter de faire des pompages directs dans les rivières, surtout sur l'ouest de la France, et le remplacer par des substitutions. Or, on voit que ces substitutions, les 3/4 sont au tribunal administratif. Donc, je m'aperçois qu'il vaut mieux être Céveso que agriculteur. Et voilà. Donc, il y a encore du chemin à faire. Oui. Voilà. Merci. Bon, l'année prochaine, peut-être. J'avais une petite question, moi, pour Régis Ten, si jamais personne ne lève la main tout de suite. Là. Au niveau de la tarification saisonnière que vous avez évoquée tout à l'heure avec le club, vous pouvez préciser? Donc, c'est quoi, un tarif plus élevé en été? Voilà, enfin en été ou en période de pointe, puisqu'on peut avoir aussi des collectivités, par exemple sur des stations de sport d'hiver, où c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt en hiver que les besoins sont les plus importants. Donc effectivement, l'idée c'est d'envoyer un signal prix vers les usagers au moment où il y a les plus grosses tensions sur les ressources et donc sur lequel il faut faire les plus gros efforts de baisse de consommation. Et évidemment, c'est dans les zones touristiques où c'est le plus délicat, puisque même si chacun fait des efforts de consommation d'eau, il y a beaucoup plus de monde. Donc l'idée c'est d'avoir un tarif beaucoup plus élevé en période de stress et puis moins élevé pour le reste de l'année. Ça veut dire aussi que ça permet aussi d'équilibrer entre guillemets un petit peu socialement le poids des investissements, puisque si on a une tarification fixe tout au long de l'année, les personnes qui sont là juste alors en vacances 15 jours ou qui ont leur résidence secondaire qui sont là 2 mois par an, consomme finalement sur l'année entière assez peu d'eau. Mais il la consomme juste au plus mauvais moment et au moment où il faut en plus, ou disons, on a dimensionné les infrastructures spécialement pour leurs besoins à eux. Donc ça permet de rééquilibrer un petit peu les contributions financières entre les gens qui sont juste de passage et puis les gens qui sont là en permanence. Sinon, ce seraient les gens qui sont là toute l'année qui contribueraient massivement au financement des ouvrages de pointe. Et on peut imaginer une mise en place assez facile, assez rapidement? Alors,
C'est là où il faut faire attention aux fausses bonnes idées du législateur à 2h du matin où on sort un amendement. En fait, il y en avait tout plein qui le faisaient déjà dans les années 60, 70, 80. Et puis au moment du vote de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006, il y a un parlementaire qui s'est dit « Tiens, il ne savait pas que ça existait manifestement. Tiens, ce serait bien de faire de la tarification saisonnière, donc on va mettre dans la loi qu'on peut faire de la tarification saisonnière là où il y a un stress hydrique. » Et le problème, c'est que finalement, il y a des gens qui faisaient déjà de la tarification depuis longtemps, qui n'avaient pas forcément un stress hydrique sur leurs ressources, mais qui avaient un enjeu à ce que les gens ne consomment pas trop d'eau en été malgré tout. Et donc ça les a un peu contraints, alors qu'avant, c'était possible partout parce que ce n'était pas interdit, mais voilà, on a dit, ah bah tiens, on va l'autoriser, alors que ça se faisait déjà. Et disons que là, ce que l'on voudrait faire évoluer, ça a été acté dans le cadre des assises de l'eau, mais ce n'est pas encore complètement mûr, c'est de dire, de toute façon, là où il n'y a pas de stress aujourd'hui, il y en aura demain. Donc autant inciter les usagers, quels qu'ils soient, à tout de suite consommer moins d'eau, ça permettra peut-être d'échapper au stress, et en tout cas l'atténuer lorsqu'il se fera plus prégnant. D'accord. Donc on espère que ça va bouger dans la loi. Mais c'est vrai que les premiers amendements ont été rejetés. Merci. Une dernière question ? Oui. Valérie Morard. Merci. Je ne sais pas si ça sera la dernière, mais en tout cas, peut-être un commentaire puis une question pour Vichy Communauté, pour Madame Morin. Oui, peut-être un commentaire sur l'intervention de monsieur, qui a posé une bonne question pour les irrigants, je crois. Hein. Oui, il n'y a pas peut-être l'agriculture à la hauteur finalement de ce qu'on a vu des enjeux, puisque en termes de consommation. Mais je crois que Jean Launay l'a précisé, on est entré dans un cycle de discussion, d'échange qui s'appelle le Varenne agricole de l'eau et du changement climatique, où là, je peux vous assurer que il y a du monde autour des ateliers, autour des groupes de travail. La semaine prochaine, sur le bassin, il y a aussi un événement où là, l'agriculture sera vraiment en première ligne, organisé par les collègues du pôle DREAM et Elie Magrin, je crois. Donc voilà, il y a un souhait. Je pense qu'aujourd'hui, il y avait aussi ce souci d'avoir une approche la plus large possible. Je crois qu'on a montré qu'effectivement, l'économie, ça n'est pas simplement quelque chose qu'on demande aux autres, c'est tous les acteurs se mettent autour de la table. J'en viens à ma question, c'est par rapport aux actions qui ont été montrées en exemple par Vichy Communauté, quel est le retour de communication que vous faites auprès de vos administrés, du citoyen, pour leur montrer ce qui se fait, pour que, effectivement, on a dit Vichy, c'est une ville d'eau, mais l'eau, c'est aussi ces projets très concrets d'infiltration, des choses qui peut-être ne parlent moins aux visiteurs, aux citoyens. Donc, comment vous englobez peut-être plus largement que les seuls techniciens de Vichy Communauté dans ces projets? Alors aujourd'hui, c'est peut-être sur ce point-là qu'on est les moins bons et sur lequel on doit pouvoir s'améliorer. Effectivement, alors on communique par le biais d'outils classiques. Hein. On a le Vichy Communauté Magazine où on a déjà expliqué que gérer les eaux de pluie à la parcelle, ça avait beaucoup d'avantages. On est en train de travailler sur une plaquette spécifique sur la gestion des eaux pluviales qu'on pourrait distribuer aux usagers et qu'on pourrait distribuer aux usagers par le biais, par exemple, de la facturation qu'on envoie, même si on est sur une facturation eau, assainissement, on a le lien, le trait d'union avec l'eau potable par le simple fait d'économiser de l'eau potable. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une communication envers les élus. Je parlais du COPIL qu'on a mis en place récemment. L'idée, c'est de convaincre d'abord les communes, les élus qui sont garantes de l'aménagement public avant de descendre vers les aménageurs privés et puis ensuite la population.
Voilà, donc on est un peu plus dans cette démarche-là. Et aujourd'hui, on a une communication qui est plutôt faible. Après, on espère justement que ce type de manifestation nous permettra de mieux communiquer par la suite. Merci. Si on n'a pas d'autres questions, eh bien, on va s'arrêter là. Je vais remercier déjà tous les intervenants pour cet atelier et puis pour le précédent et puis tous les intervenants aussi de la matinée. Vous aussi, cher public, d'avoir suivi attentivement tous ces échanges. Je vais demander à Jean-Claude Lasserre et à Jean-Pierre Morvan de nous rejoindre pour le mot de la fin, entre guillemets. Et je vais glisser une petite phrase pour mettre un peu de poésie sur ce sujet, relié un peu une sorte de proverbe que je vous soumets, qui collerait bien au débat qu'on a eu, je trouve. Si les petites gouttes d'eau se rassemblaient, elles formeraient bien un fleuve, mais comme chacune suit son propre cours, l'une sans l'autre, elles doivent sécher. Je vous le redis. Si les petites gouttes d'eau se rassemblaient, elles formeraient bien un fleuve, mais comme chacune suit son propre cours, l'une sans l'autre, elles doivent sécher. Voilà. Je vous tends les micros. Et vous nous demandez de faire une conclusion après ces mots. Vous mettez la barre assez haut, là. Je commencerai au nom de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne par vous remercier tous. Alors, commencez par remercier Vichy Communauté qui organise cet événement depuis plusieurs années et qui va, j'espère bien, continuer dans cette voie et qui nous a très bien accueillis aujourd'hui. Remercier ensuite l'équipe, donc Monsieur Lasserre et votre équipe Cyclo. Bon, maintenant, on se connaît bien, on a un partenariat bien établi. Et voilà, c'est pareil, on espère pouvoir continuer sur cette base. Vous remerciez, madame, pour l'animation. Et puis l'ensemble des intervenants que nous avons eus aujourd'hui, qui nous ont permis d'avoir des exposés que personnellement j'ai trouvé tous très, très intéressants et source de débats, de discussions, d'interrogations. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ce à quoi on a assisté aujourd'hui, c'est un début, hein, ça n'est pas une fin. C'est le début d'une discussion que nous avons tous ensemble sur la question de la gestion quantitative de l'eau, parmi d'autres questions qui se posent en termes de gestion de l'eau. Et le souhait que je peux formuler là-dessus, c'est que dans les prochaines éditions de Cyclo Vichy, on puisse revenir sur ces débats. Alors, monsieur le président du syndicat des irrigants, j'ai noté vos remarques et votre demande que le monde agricole puisse encore plus pleinement ça va. Puisse profiter et participer plus pleinement à ces débats. Donc, on relève le défi. Hein. On essaiera de faire en sorte justement de prendre plus de temps aussi sur ces enjeux agricoles qui sont, on est d'accord, tout à fait essentiels. Hein. Voilà. Et donc, ça me permet aussi de vous donner le rendez-vous pour l'année prochaine, puisque l'année prochaine, on va remettre ça avec plus d'ampleur d'ailleurs, mais ça je vous laisserai l'expliquer, monsieur Lasserre. Donc pour les 28 et 29 septembre 2022 pour la prochaine édition de Cyclo Vichy. Merci. Merci beaucoup, monsieur Morvan. Écoutez, donc à moi revient le mot de la fin. Alors je vais faire comme vous, monsieur Morvan, remercier alors monsieur Jean Launay qui est parti pour son amitié, sa présence et puis sa grande expertise au niveau de l'eau. Un grand merci à deux principaux partenaires qui sont l'Agence de l'eau Loire-Bretagne qui nous font confiance depuis 2018 et Vichy Communauté qui nous accueille. D'autres partenaires importants que sont le comité départemental de l'Allier et la FNCCR, et puis également le pôle Dream qui nous accompagne aussi à Vichy. Bon, ceci était le deuxième rendez-vous. Maintenant, nous allons, à partir de 2022, comme vous l'avez dit, reprendre le cycle d'un salon en présentiel.
donc qui aura lieu au Palais du Lac les 28 et 29 septembre 2022 et qui sera en biennale, c'est-à-dire que nous reviendrons tous les 2 ans en salon. En revanche, nous continuerons avec l'Agence de l'eau et Vichy Communauté à instaurer cette journée technique entre ces 2 années pour pouvoir avoir cette continuité des débats, cette continuité des échanges sur cette problématique qui est l'eau, qui est de plus en plus importante. Donc, merci aussi d'être venu, merci d'avoir passé cette journée en notre compagnie et nous espérons vous voir l'année prochaine au cours de cyclo numéro 3 au niveau des salons. Merci beaucoup, belle journée.